Alors, bonsoir à tous et merci d'être là pour assister à la conf sur l'accessibilité sur Android. Je me présente, je suis Léna Ndiaye et je fais du running en mode escargot en fait. Donc, il y a les Kenyans et il y a moi à côté. Et si vous voulez voir les performances de l'escargot, n'hésitez pas à aller sur Twitter. Je suis aussi fondatrice, organisatrice du GDG Android Rennes. Donc, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Meetup ou sur Twitter. Il y a 2 autres orgas. Est-ce que ça vous parle, cette affiche? C'est assez vieux. Personne? Oui. Bon, le son n'est pas très important, je laisse comme ça. Comfy? No. All right. Let's just move the seat back a little. On second thought, let's just rip the front seats out, sit in the back. Actually, I was kidding about the front seat, but this is good. It's different. Comfort's important. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a un des acteurs qui est très à l'aise dans la voiture et l'autre qui l'est moins en fait. Il y a une loi en fait 2005-102 qui parle de handicap. Alors je ne dis pas que l'autre acteur est en situation de handicap, même si dans cette situation, effectivement, il n'est pas très à l'aise, mais on va voir dans quel contexte il rentre dans ce qu'on va voir. Donc la loi, je ne vais pas faire le résumé, je vais la lire telle quelle. La loi 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, que dit-elle? Constitue un handicap, donc dans son article 114 définit la notion de handicap, constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle. C'est quoi le public cible dans ce cas? On a une personne qui distingue mal, par exemple, les couleurs ou qui voit mal. Quelqu'un qui a des troubles auditifs. Une personne avec un trouble de la mémoire ou trouble du langage ou raisonnement. Donc, c'est le handicap cognitif. Il y a le handicap moteur avec notamment les problèmes de dextérité ou paralysie, etc. Un handicap peut être permanent, temporaire. J'ai été au ski, je me suis cassé le bras et j'ai le bras dans le plâtre. Ou circonstanciel, ce qui était le cas de notre acteur de tout à l'heure. Parce qu'en fait, clairement, il n'était pas à l'aise dans la voiture et tout. Donc, on peut dire qu'il était en situation de handicap circonstanciel. C'est les circonstances qui font qu'il n'était pas à l'aise pour utiliser la voiture comme l'autre personne. Alors, au vu de tout ce qu'on a évoqué, on se demande alors, c'est quoi une application accessible? On peut aussi se poser la question, c'est quoi un site web accessible? Mais en l'occurrence, aujourd'hui, on parle d'applications mobiles accessibles. Alors, là, je parle des préconisations Android, mais s'il y a des développeurs qui ne sont pas Android, ce n'est pas grave du tout parce qu'en fait, les préconisations, rien n'empêche de les utiliser dans d'autres technos. Et puis, il y aura aussi une partie UI et tout le monde va se retrouver dans cette présentation, qu'on soit Android ou pas. Je tenais à rassurer certaines personnes qui ne seraient pas développeurs Android. Alors, on va essayer de répondre à cette question. Et pour ce faire, je vous présente Abby. Abby, elle est développeur mobile Android
dans sa boîte, il publie des applications pour les établissements. Donc, les parents d'élèves peuvent télécharger l'application, ils peuvent consulter les notes des enfants, envoyer des messages pour dire que l'enfant ne vient pas, il a la fièvre ou raison X ou Y, ou alors consulter l'emploi du temps. Je vous présente aussi Jules, son voisin, qui a un handicap visuel et qui aimerait utiliser cette application. Donc ça, c'est un exemple, je n'ai pas mis tous les écrans, c'est un exemple d'écran qu'on peut utiliser. Le parent d'élève met son identifiant, son password et peut se loguer. Il peut consulter les notes de l'enfant. Il peut envoyer un message pour l'établissement. Et donc, Jules a du mal à utiliser l'application parce qu'il ne voit pas très bien. Il en fait part à Abby. Et Abby n'y avait pas pensé, malheureusement. Il se demande, Jules, est-ce qu'il est possible de vocaliser l'application? Parce qu'en fait, lui, comme il ne voit pas, il préférerait que une voix lui dise, par exemple, quand il se déplace sur un bouton, sur une zone de texte, que l'application puisse être vocalisée. Et Abby et ses collègues n'avaient pas pensé à ça du tout. Et donc, elle se demande comment vocaliser. Est-ce que vous avez déjà utilisé Tollback? En fait, sur certains téléphones, c'est déjà installé. Sinon, il suffit de le télécharger et de l'installer. Et c'est dans les outils accessibilité, on peut l'activer. Alors, aujourd'hui, on ne pourrait même pas, parce qu'en 40 minutes, voir toutes les fonctionnalités de Tollback. C'est très intéressant, c'est très pertinent, c'est très facile à utiliser aussi, mais il y a quand même pas mal de fonctionnalités. On va en voir certaines. Et n'hésitez pas à l'utiliser pour approfondir. Donc, comment on va utiliser Tollback? On sait que chaque élément graphique ajoute de la complexité. Là, j'ai des boutons, j'ai des zones de texte. Jules va se balader, va saisir son identifiant, va valider son identifiant, son password, va valider. Et des fois, il va se tromper, il va pouvoir revenir modifier les informations, se reloguer. Et on va pouvoir lui dire que identifiant incorrect ou password incorrect, réessayer. On va voir comment on va utiliser Tollback pour vocaliser tout ceci. Donc, pour les boutons, c'est assez facile. Il suffit d'activer Tollback. Et je vais faire des démos, il y aura des vidéos. Il suffit d'activer Tollback. Et là, alors je vous mets toujours une sorte de bulle là. Et là, ce qu'on voit en bas, c'est ce que va dire Tollback. Il va dire valider bouton. Quand Jules va valider sur ce bouton-là, il va entendre valider bouton. Et donc, en fait, comment ça marche Tollback? On clique sur une zone, il te dit ce que représente la zone et tu double-cliques pour valider et l'action va après se produire. On va voir dans les vidéos tout à l'heure. Donc, il n'y a rien à faire pour les boutons. Par contre, il faut faire très attention au nom des boutons parce que Tollback va dire valider bouton et donc il faut éviter de donner au bouton le nom bouton parce qu'il va dire sinon valider bouton. Il va y avoir une redondance. Donc, le plus simple, c'est de donner juste un nom très basique à votre bouton et laisser Tollback se charger de la suite. Par contre, pour les images, par exemple, il faut quand même rajouter un set content description. Parce qu'en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le bouton, j'ai rien fait et Tollback le vocalise. Par contre, pour les images vues, je suis obligée de rajouter un set content description ou juste un content description sur XML. Et donc là, Jules va se balader, il va taper sur le bouton, il va entendre enregistrer, il va envoyer son message à l'établissement. Ça se corse un peu, mais pas tant que ça. Alors, les edit textes, les zones de texte modifiables. Qu'est-ce qui se passe là? Là, j'ai mon identifiant, j'ai mon password. Donc, on a vu que pour valider bouton, j'ai rien fait. Il met valider bouton. Parfait. Et là, si je fais rien du tout,
quand Jules va se balader, il va entendre zone de modification. Mais il ne sait pas où il est en fait, parce qu'il y a plein de zones de modification. Là, j'en ai que 2, ça va. Mais si j'en avais 1, 2, 3, 4 ou 5, ben, il ne sait pas en fait ce qu'il doit mettre dans la zone de modification. Donc, il faut qu'on lui dise zone de modification identifiant. Et pour ce faire, on utilise un int qui va, donc je vous fais juste la traduction, quand la zone de texte est vide, va afficher le texte. Donc là, je lui mets un int, et dans identifiant, quand il va cliquer sur identifiant, à ce moment-là, il va entendre zone de modification pour identifiant. Donc zone de modification pour identifiant. C'est pas mal. Mais le problème, c'est que quand il va sortir de identifiant, il va aller saisir dans password. Quand il va revenir pour saisir sur identifiant, on va voir que Toolback va vocaliser, mais de façon moins pertinente. Il lui manque encore une étape pour mieux vocaliser l'information. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, il lui met modification en cours, Dupont, zone de modification. Il lui dit plus modification en cours, Dupont, zone de modification identifiant. Parce qu'il lui manque en fait une étape. Et l'idéal, c'est de rajouter un label fort. Je passe vite parce que là, je l'ai repris dans le slide d'après. Alors, comment on va faire? On va combiner un int et un label fort. Je vais prendre la zone de texte identifiant, je lui donne comme label fort identifiant, celui-là, donc il aura ça. Et dans ma zone de texte identifiant, je lui donne un setInt identifiant. Ce qui fait que modification en cours, quand il va modifier cette zone-là, il aura toujours la valeur, c'est celle-là, et la zone de texte où il se trouve. Donc, on a la zone de texte identifiant, on a la valeur, c'est Dupont. Donc là, quand il va mettre Dupont ou Toto ou Jules, il aura modification en cours Jules, zone de modification pour identifiant. Alors, je ne sais pas si on aura assez de volume. Il est à 100%. Valider bouton. Alors, c'est où le micro? Ah, j'avais un... Je ne sais pas si j'ai le temps. J'étais super équipée. Alors, en fait, ici, ce qu'on a remarqué, c'est que pour identifiant, il a eu l'information contenue dans la zone de texte identifiant. À chaque fois, il lui disait zone de modification Toto pour identifiant. Et j'ai fait exprès, en fait, password, ce n'était pas le cas, mais j'ai fait exprès. C'était pour montrer la différence, ce que ça donne, en fait. Parce que pour password, il ne lui disait pas où il était. Et pour valider bouton, c'était au début, tout au début, il vocalisait facilement.
OK. Alors, à ce stade, on se demande, mais alors, on utilise des toasts parfois pour donner une information, mais la personne ne voit pas les toasts. Mais donc, dans ce cas, il faut trouver une alternative aux toasts. C'est pas compliqué, il faut juste utiliser Accessibility Live Region. Là, j'ai pas fait de vidéo pour ça, mais c'est pas grave. On va voir juste comment ça marche. Donc, là, la personne va saisir son identifiant, son password, va se loguer. Et si le password est incorrect, on lui met un toast en général. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous validez ou pas. On lui met un toast comme quoi le password est incorrect. Ça peut être un toast aussi pour autre chose. Mais la personne ne voit pas le toast en fait. Donc, ce qui est préconisé de faire, c'est de mettre une zone de texte quelque part et de mettre Accessibility Live Region. Donc, c'est-à-dire que quand le login et ou le mot de passe sera incorrect, il va cliquer sur le bouton valider et on va mettre Accessibility Live Region. On va voir les valeurs que prend après Accessibility Live Region à password, à cette zone de texte password. Et donc, la personne va entendre password incorrect, réessayer. Ce qui peut être une alternative au toast que la personne ne voit pas forcément en fait. Donc là, Accessibility Live Region prend assertive, c'est-à-dire que dès que la zone qu'on veut notifier à la personne change, on notifie très rapidement à la personne. Donc, on met assertive. Si c'est polite, c'est-à-dire on va attendre ultérieurement pour notifier. Et si c'est non, bon, c'est-à-dire que l'information n'est pas très pertinente à notifier. Donc, on ne le fait pas. Mais Accessibility Live Region peut être une alternative, en tout cas pour les toasts, parce que la personne ne voit pas les toasts. Voilà, c'est l'exemple que j'ai montré précédemment, du mot de passe incorrect. Donc là, c'est pas mal, parce que du coup, il arrive à saisir son login, son password, il arrive à se loguer, et s'il se trompe sur son login, son password, on lui dit que le login et le password est incorrect. Donc jusque-là, ça va. Par contre, il a des problèmes parce que sur certains écrans, comme les listes qu'on a vues tout à l'heure, il a beaucoup trop d'informations d'un coup. Et il aimerait avoir les informations progressivement. Donc, se pose la question de comment vocaliser les listes. Parce que là, en fait, on verra la vidéo. Quand il va arriver sur cette page, il va avoir anglais 13, français 12, mathématiques 15, sport 14, chimie 11. Ça fait beaucoup d'informations. Imaginez plein de listes comme ça fait trop d'informations d'un coup pour la personne. Donc, il faut éviter de mettre le focus sur le contenant d'une liste et par contre privilégier de mettre le focus sur l'item. Donc là, il va se balader, il va taper mathématiques 14, il va entendre, il se balade, il tape SVT 11, ainsi de suite. Anglais 13. Donc voilà, il faut privilégier de mettre le focus sur l'item et pas sur l'élément parent en fait. Donc on va voir les deux différences. On va passer. Donc ça, je vais lancer, ça c'est la première vidéo, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et la deuxième vidéo, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, vous voyez, c'est lui qui se balade en fait. Alors que tout à l'heure, on avait
la partie verte qui contenait toutes les matières. Alors que ici, la deuxième vidéo, ce qu'on a vu, c'est lui qui se balade. Il tape sur mathématiques, on lui dit la valeur de la liste, il se balade, il tape sur l'élément suivant, on lui dit ce que contient cet item. Et donc, important pour accessibilité, je vais aller un peu plus vite. Ah non, 20 minutes, ça va en fait. Important pour accessibilité, c'est si on a des éléments qui ne sont pas intéressants, qui ne sont pas importants pour l'accessibilité, on peut mettre important pour accessibilité à yes ou no. On en arrive aux cibles tactiles. Alors, on se demande, mais c'est quoi une cible tactile? En fait, une cible tactile, quand on voit un bouton, une image, une zone de texte et tout, on ne voit que cette partie-là grise ou une autre couleur. Hein. Mais en fait, la cible tactile, c'est toute la partie-là que j'ai mis en rouge. Toute cette partie-là, c'est la cible tactile. Donc, c'est la partie qui réagit au clic. Je donne un exemple, au clic de l'utilisateur. Et il est recommandé, en fait, pour les personnes qui ont des problèmes de dextérité, il y a des préconisations. C'est-à-dire utiliser 48 dp pour la hauteur et la largeur. Parce qu'en fait, c'est peut-être facile pour certaines personnes qui n'ont pas de problème de dextérité, mais pour d'autres, il vaut mieux que la zone tactile soit la plus large possible. Et donc, les préconisations, c'est 48 sur 48. Et la distance entre deux, parce qu'éviter aussi de rapprocher les cibles tactiles, la distance est 8 dp entre deux cibles tactiles. Les couleurs et ratio de contraste. Alors, je vais vous balancer une formule qui va nous réveiller. Mais rassurez-vous, hein, c'est... Alors, sur Wikipédia, quand on tape le contraste global, après on va voir c'est plus simple que ça. On a toutes ces explications où L désigne la luminance et I l'intensité lumineuse. Mais en fait, c'est plus simple, c'est plus facile que ça. Alors, c'est en fait juste le rapport de contraste entre un élément et son contenant, l'arrière-plan. Et alors, comment on prend en compte le contraste ? Parce qu'en fait, le contraste, on se rend compte que c'est très important. Parce que si on a passé toute la journée devant l'écran et tout, le soir, si on arrive sur certains écrans, on a les yeux déjà fatigués, on tombe sur des écrans qui ne respectent pas les contrastes, c'est pas évident, c'est pas facile. Ça nous rajoute en fait de la fatigue. Alors que si on respecte les contrastes, en fait, on se rend service. On rend service aux personnes qui ont du mal à voir, mais à nous-mêmes. Parce que des fois, comme j'ai dit, c'est des handicaps de circonstances. Des fois, on est juste fatigué. Et un bon rapport de contraste, nous rend service, en fait. Donc, si le texte est en gras, ou 18 points, ou normal, le rapport de contraste est de 3 sur 1 par rapport à l'arrière-plan. Sinon, il est de 4,5 par rapport à l'arrière-plan. Donc ça, j'ai mis un exemple d'écran qui respecte le contraste et tout, les préconisations. Donc on arrive à facilement lire sans problème. Ce qui n'est pas le cas de cet écran. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ça. Vous êtes de Brest ou pas, tous? Alors, on fait les meilleures crêpes, c'est... Moi, je vote pour Rennes. Et vous? Il n'est pas convaincu? Ah. Et les Kouniaman? C'est pas Rennes? C'était le moment troll. Alors, les logos de marque, en fait, qui ne sont pas porteurs d'informations, n'ont pas besoin on n'a pas besoin de leur appliquer un rapport de contraste. Parce qu'ils sont pas... en général, les éléments qui ne sont pas porteurs d'informations, le rapport de contraste ne sera pas besoin de prendre en compte le rapport de contraste. Accessibility Scanner. Alors, qu'est-ce que c'est ?
c'est un outil très intéressant. Des fois, il est natif sur les téléphones où il suffit juste de l'installer, qui permet, en fait, il donne des conseils. Alors, on l'installe, on l'active, on lance son application et qu'est-ce qu'il fait? Il récupère les codes sources. Par exemple, ici, il me donne des conseils. Il me dit, là, j'ai fait exprès, et donc le conseil, c'est que ma zone cible, nous vous conseillons d'augmenter la taille de cet élément cliquable. Ou là, par exemple, je n'avais pas respecté le contraste, et il me dit qu'il faut que j'augmente le contraste. Donc, si on veut tester, si on n'est pas sûr de son code et tout, on peut l'utiliser pour tester l'accessibilité. Même si, effectivement, ils disent qu'on ne garantit pas en suivant les préconisations d'Accessibility Scanner, votre application soit à 100% accessible, mais au moins, ils nous donnent des conseils, ils nous donnent des idées aussi. Donc là, c'était le cas de identifiant, pareil pour Password. Il me dit que la zone cible, mais j'ai fait exprès, c'était juste pour voir comment ça marchait, que la zone cible, je dois augmenter la zone cible et que plusieurs éléments ont la même description. Sinon, il y a l'inspect code, là, avec Android Studio, l'inspecteur de code, et donc qui me donne aussi des préconisations. Là, par exemple, il me dit qu'il manque un label ou un int, parce que je n'avais pas respecté mes propres préconisations. C'était pour voir le résultat de l'inspecteur de code si je ne respectais pas les préconisations. Alors, là, le son n'est pas très important, c'est juste l'image qui compte. Ça, c'est mon moment préféré de Gandalf qui se cogne. Et pareil que tout à l'heure, c'est juste parce que le Hobbit, il est à l'aise. Parce que la maison a été conçue pour un Hobbit et pas pour une personne de la taille de Gandalf. Parce qu'en fait, on parle d'accessibilité, effectivement, on pense aux ascenseurs, on pense aux parkings, on pense aux maisons et tout, mais on oublie des fois les applications et les sites web. Et donc, on voit que Gandalf, lui, il n'arrête pas de se cogner et tout, alors que le Hobbit, il court partout, il est à l'aise et tout. Alors, on en arrive à la partie UI, UX. Alors, laissez traîner des indices. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'habitude, on met des couleurs et du texte. Mais en fait, il y a des personnes qui... ça ne suffit pas. Parce qu'il y a des personnes, la couleur, c'est bien, les textes, c'est bien, mais on ne parle pas tous la même langue, en fait. Donc, les pictos, rajouter des pictos, voilà, c'est mieux que juste la partie à droite. Il vaut mieux rajouter des pictos, c'est beaucoup plus parlant. Et je me rappelle une fois, j'étais au DFest de Toulouse. J'en profite pour leur faire un coucou. De 2018. J'étais à l'aéroport et il y a une dame qui avait du mal en fait à trouver son avion parce qu'elle ne parlait que italien. Elle ne parlait pas français, elle ne parlait pas anglais. Et à l'aéroport, c'était écrit porte ou gate. Elle ne sait pas ce que porte veut dire, ce que gate veut dire. Donc, je me suis dit, s'il y avait une autre information, autre que la langue, elle se serait retrouvée mieux. Elle n'aurait pas eu des problèmes pour retrouver son avion. Alors, limiter le nombre d'éléments animés. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont épileptiques et le nombre d'éléments animés n'est pas très recommandé pour cette catégorie de la population. Toujours transcrire ou faire des sous-titrages et rafraîchir l'écran à la demande. Parce qu'il y a des personnes qui prennent du temps pour lire. Imaginez, vous êtes en train de lire et hop, l'écran qui se rafraîchit tout seul. C'est carrément pas conseillé. Parce qu'on ne lit pas avec la même vitesse et tout. Donc, toujours laisser
toujours laisser la personne rafraîchir l'écran. Grouper trop d'éléments focusables, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est-à-dire balancer trop d'informations à la personne d'un coup, et des éléments d'interface, donc utilisateurs qui disparaissent après un certain temps, c'est pas conseillé du tout. Que du QR code non plus, parce qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas la dextérité pour utiliser le téléphone et lancer le flash, et donc proposer une alternative au QR code. Alors, le LTR, RTL, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est les langues qui se lisent de droite à gauche ou de gauche à droite. Le LTR, on a l'anglais, le français, etc. Le RTL, il y a l'arabe, le hébreu et le perse aussi. Alors, dans les versions récentes des API, le manifeste, il est automatiquement à jour. Sinon, on peut le mettre à jour. Par contre, j'ai fait un test. Donc là, vous voyez que mon écran, il est inversé par rapport à l'écran de tout à l'heure. Par contre, j'ai un problème. Parce que là, identifiant, il est très bien. Et password, il n'est pas très bien. Et le menu aussi a changé. Et donc, pour éviter ça, ça dépend des API qu'on utilise. Si c'est supérieur ou égal à 17, au lieu d'utiliser les left et right, utilisez les padding start ou padding end. Par contre, si c'est inférieur à 17, utilisez les padding start end et plus optionnellement, rajoutez aussi padding left et right. Et le résultat est mieux quand même par rapport à tout à l'heure. Alors, on va faire un quiz mirroring, c'est-à-dire quand on passe de LTR à RTL, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas? Est-ce que les URL changent d'après vous? D'accord. Est-ce que quelqu'un... Alors, elle pense que ça ne change pas. Est-ce que d'autres personnes pensent que ça change? Ou tout le monde pense comme elle? Il y a des doutes? Eh bien, ça ne change pas. Des fesses du bout du monde ne changent pas. Le slider, lui, par contre, il change de sens. Le player ne change pas de sens. La loupe aussi, je n'ai pas mis, mais la loupe aussi ne change pas de sens. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Voice Access aussi. C'est très pratique. Ça évite d'utiliser le téléphone. Et surtout aussi pour les personnes qui, malheureusement, ne le peuvent pas. Donc, Voice Access, c'est très, très intéressant. On le télécharge, c'est toujours dans l'accessibilité. L'accessibilité, on l'active. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai fait un test avec mes écrans et tout. Une fois activé, il met des numéros sur les éléments. Donc là, par exemple, je n'ai pas réussi à faire une vidéo, mais j'ai réussi à saisir Gilles, par exemple. Bon, je l'avais dit Jules, mais lui, il avait entendu Gilles. Je vous fais économie aussi de certaines... comment il entend certains mots. Je disais à quelqu'un, bonjour du DevFest du bout du monde. Je ne vais pas vous faire la traduction. Donc, je pense que ça dépend de comment il entend ou de l'accent, et ainsi de suite. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que la personne, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à utiliser avec les mains et tout, mais donc ça va se passer à la voix. Donc là, je vais faire 2. Quand je vais mettre 2, il va venir se positionner sur 2, ici. Il va se positionner sur 2 et je vais pouvoir parler. Je lui dis par exemple passer, il va saisir le mot passer, c'est pas moi qui tape. Et ensuite, quand je vais vouloir valider, je vais lui dire 3 et lui, il va valider tout seul sans que j'ai à taper. Donc, quand on conduit, c'est très pratique, mais quand malheureusement on est dans une situation de handicap, ça peut être très intéressant à utiliser.
Sinon, il y a le braille back aussi qui permet de connecter des claviers braille. Et on peut utiliser braille back et talkback. Switch Access aussi qui permet d'avoir des connecteurs externes ou un clavier branché sur son téléphone. Alors, j'ai piqué ça à Google I.O. parce qu'il y a un des présentateurs qui a dit quelque chose de très intéressant, très intéressante. C'est en fait, on ne s'en rend pas compte, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on fait des applications accessibles, on pense qu'on le fait que pour les personnes qui sont en situation de handicap, mais je me suis rendu compte on se rend service à nous-mêmes. Parce que si on respecte les préconisations comme les contrastes et tout, on se fatigue moins les yeux, les cibles tactiles et tout, on se rend compte qu'on se balade facilement sur l'écran. Voilà, je crois que c'est la fin. Merci à vous.